Et nous, on va plonger dans des eaux très froides. On va se rendre au Groenland, en fait. On en parle beaucoup, évidemment, surtout maintenant avec la COP qui vient de démarrer de ce dérèglement climatique. Les glaciers et la banquise diminuent d'année en année à cause de ce réchauffement. Alors, cela est forcément inquiétant aujourd'hui, mais on sait maintenant, grâce à une recherche menée en collaboration avec l'ULB, que le Groenland a été vert il y a un peu plus d'1 million d'années. Cette recherche, elle est baptisée Green to Ice et elle vient de recevoir une bourse européenne prestigieuse. Et pour en parler, nous recevons avec nous François Fripia, qui est glaciologue. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors, vous travaillez sur cette recherche déjà depuis quelque temps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi elle consiste? Vous analysez des carottes qui ont été faites, mais qui ont été faites pour certaines il y a très longtemps. C'est ça. Et donc, l'idée, c'est qu'on doit encore répondre à cette question. On ne sait toujours pas vraiment l'âge de la calotte polaire. Et donc, l'idée, c'est que le but vraiment de ce procès, c'est de déterminer l'âge de la calotte polaire, de savoir pendant combien de temps et pendant quand le Groenland était libre de glace. Donc, on n'a toujours pas la réponse, en fait. Et donc, le but, c'est que la méthodologie, c'est qu'elle va consister à travailler vraiment sur la glace qui est vraiment au fond, la plus profonde dans la calotte polaire, en contact avec le lit rocheux. Et on va essayer de déterminer son âge pour savoir répondre à cette question, quel âge a la calotte polaire du Groenland. Mais qu'est-ce qui vous a donné la puce à l'oreille? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour on s'est dit « Ah bah tiens, avant il y avait de l'herbe, enfin c'était vert avant cette glace ». Après, si on regarde l'histoire climatique sur le long terme, on sait que plus ou moins quand les grandes calottes polaires sont apparues, on sait que la calotte polaire antarctique a apparu il y a plus ou moins 35 millions d'années. Il y a des preuves fossiles de ça. Si on va en Antarctique, on peut avoir des fossiles d'alligators le long des côtes antarctiques. Et on sait que les calottes polaires dans l'hémisphère nord, parce qu'il y a eu d'autres calottes polaires dans l'hémisphère nord, sont apparues plus ou moins il y a 3 millions d'années. Après, il y a eu une valse incessante où elles ont disparu, réapparu. Et par rapport au Groenland, on ne sait pas quand la dernière fois le Groenland a disparu complètement. Et donc c'est ça qu'on va essayer de répondre à cette question. Et on va essayer de répondre aussi à la question de savoir quel était l'écosystème qui était présent quand il n'y avait pas de glace au Groenland, en fait. Alors, pour analyser cela, vous le faites par rapport à des carottages qui ont été faits et aussi à des carottages qui ont été faits il y a plus de 50 ans. Donc c'est ça. Et donc le côté innovant du projet, c'est qu'on va utiliser l'entièreté de la glace vraiment qu'on appelle la glace basale, qui est à l'interface avec le lait rocheux, et les sédiments sous-jacents qui ont été collectés jusqu'à présent, qui sont stockés dans la Carothèque, qui est une bibliothèque pour les carottes à Copenhague. Et donc on va essayer vraiment d'appliquer la majorité des techniques de datation sur ces archives. Et on va aussi, au cours de ce projet, participer à un sondage profond qui va avoir lieu au centre de la calotte polaire du Groenland. On va vraiment sonder la glace et collecter aussi des sédiments sous-jacents. Et ça, c'est possible aujourd'hui parce que la calotte glaciaire a diminué, ou c'est possible parce qu'on a des nouvelles technologies, forcément qu'on n'avait pas il y a 50 ans? Un peu des deux, vous allez me dire peut-être. Un peu des deux, c'est ça. Après, il y a des nouvelles techniques de datation qui sont apparues, qui ont permis aussi d'augmenter ce qu'on appelle la limite de détection, donc la quantité de matériel qui est nécessaire pour faire une analyse. Parce qu'il faut savoir que c'est des échantillons très précieux. Quand on parle de sondage profond au Groenland, il y en a peut-être eu 5 en tout, donc on se partage pas beaucoup de glace. Mondialement, alors, mondialement, ça veut dire. C'est ça. Oui. Et donc l'idée, c'est qu'on doit développer des techniques de pointe qui peuvent travailler avec le plus petit volume d'échantillons possible et de répondre au plus grand nombre de questions possibles. Et donc on est arrivé à un moment où on a beaucoup de techniques qui ont été développées, qui sont très précises, qui ont une bonne limite de détection. Et donc on peut vraiment commencer à appliquer ces techniques sur l'ensemble des échantillons. Et donc là, vous avez déjà commencé à analyser ces échantillons. Les premiers résultats, qu'est-ce que ça donne? Donc il faut savoir que le laboratoire de glaciologie à l'ULB a une expertise de longue date sur les propriétés physiques et chimiques de la glace qui se trouve vraiment à l'interface. Mais la particularité vraiment de ce projet, c'est qu'on va essayer d'exploiter ces propriétés pour comprendre vraiment la stabilité de la calotte polaire, en fait, au changement climatique. Et donc, c'est hyper précieux, évidemment, comme étude. Donc voilà, on va essayer de répondre un peu à comment la calotte polaire répond à un changement climatique donné. Et donc clairement, le but ultime, c'est d'améliorer, par exemple, les projections de niveau marin futur. Oui, donc c'est ça. Donc ça voudrait dire qu'on
pourrait, après, avec vos résultats, dire mais voilà, si la température augmente d'1,5 degré, si elle augmente de 2 degrés ou 3 degrés, eh bien la calotte glaciaire fondra en X temps? De manière irréversible, du moins. On peut dire que c'est parce qu'évidemment on travaille avec des conditions à l'équilibre et donc ça prend du temps. Les calottes polaires répondent doucement au changement climatique, mais on pourra dire pour un climat de l'ordre de 2-3 degrés, la calotte polaire à l'équilibre a complètement disparu. Évidemment, ça va prendre du temps, mais avec les particularités techniques qu'on va utiliser, on va pouvoir dater aussi le temps que ça a pris, le temps que ça a pris que le Groenland soit déglacié, enfin que soit libre de glace. Oui, et ça serait quand même, enfin voilà, on sait, hein, c'est la deuxième quand même plus grande réserve de glace sur Terre, le Groenland. Si tout fond, on dit qu'on augmente le niveau des eaux d'à peu près 7 mètres. C'est ça, ça contient plus ou moins l'équivalent de 7 mètres de niveau marin. Si on fond complètement Groenland. Et donc ça veut dire aussi la disparition de beaucoup de villes, d'îles, un peu partout sur la planète. Bien sûr, mais après de nouveau, il faut toujours mettre ça en perspective et ça prend du temps à fondre l'entièreté de la calotte polaire du Groenland. Et donc on sait que si on regarde les projections pour 2100, normalement on devrait augmenter le niveau marin, la contribution du Groenland devrait être de 20-30 cm. Bien sûr, sur le futur à plus long terme, il y a des grandes incertitudes sur le fait qu'il peut y avoir un retrait majeur ou un effondrement complet de la calotte. Mais ça va prendre plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. Donc c'est clairement des échelles de temps quand même qui sont beaucoup plus longues qu'une vie humaine. Quand vous dites justement ça va prendre du temps, est-ce que ça veut dire qu'on a encore, nous aujourd'hui, la possibilité de freiner aussi cette fonte ou est-ce que c'est pas déjà trop tard? Parce que quand on entend certains climatologues, on dit bah voilà, non, c'est déjà trop tard. D'autres sont un petit peu plus optimistes. Vous, en étudiant en tout cas, en étant glaciologue, vous avez certainement un avis sur la question? Bien sûr, donc après je pense que il y a des changements qui sont irréversibles, qui sont déjà à l'œuvre et qui auront lieu de toute façon. Maintenant, je pense qu'on a vraiment une main sur le fait à quelle vitesse ça peut apparaître et à quelle intensité. Je pense que quand on regarde les projections des modèles climatiques, ils divergent très fort en fait en fonction des différents scénarios pessimistes et optimistes. Ils divergent très fort dans les années qui viennent. Donc en fonction, si on change nos habitudes, on peut changer très fort l'évolution si on veut, mais il y a des changements qui sont quand même assez réversibles. Et clairement, la fonte des calottes polaires va avoir lieu pendant un temps très long. Moi, j'ai une dernière question. Est-ce que vous continuez à creuser pour ces carottes et les mettre dans la carothèque qui est à Copenhague, si j'ai bien compris, ou bien vous analysez les carottes dans le cadre de cette recherche pour laquelle vous avez reçu cette bourse? Et donc là, on va faire les deux dans ce cadre de cette recherche. Okay. Donc on va réaliser un sondage profond au centre de la calotte polaire, qui est très important parce que c'est vraiment au centre, donc au sommet de la calotte polaire. Donc pour évaluer un effondrement complet, il faut vraiment travailler à son centre. Mais on va évidemment mesurer, faire plusieurs propriétés physiques, chimiques, biologiques sur ces échantillons qui ont été prélevés depuis 50 ans et les nouveaux échantillons qui vont être prélevés aussi au cours de ce sondage. Et ça se fait ici à Bruxelles? Et donc ce projet, c'est un partenariat entre 4 universités, entre 3 universités pour être plus précis. Donc l'université de Copenhague, où il y a 2 groupes de recherche. Une université en France, à Nancy, et donc le laboratoire de glaciologie à l'ULB. C'est une recherche à 4 unités de recherche. Et vous espérez avoir terminé votre recherche à quel horizon? Et donc le projet est financé pour 6 ans, mais évidemment, comme toute recherche scientifique, il n'y a jamais de fin. Donc après, des nouvelles réponses amènent de nouvelles questions. Et c'est ça qui est assez excitant dans la recherche scientifique de manière générale. Donc, on espère qu'on sera toujours là pour que vous veniez nous expliquer les résultats de votre recherche. En tout cas, ça sera très intéressant. Et puis évidemment, ça a beaucoup d'importance pour la suite et puis pour les politiques environnementales aussi qu'on peut mettre en place. Merci beaucoup, François Fripiat, d'être venu. Je rappelle que vous êtes glaciologue à l'ULB. Merci.